spécial débat aujourd'hui reçoit pour vous Rex Kazadi, révolutionnaire. C'est comme ça qu'il a demandé qu'on le présente. Rex, très heureuse d'être avec nous aujourd'hui. Merci de ton invitation. Je me rappellerai toujours de la France avec toi, Rex Kazadi. Tu es toujours là-bas? Oui, à Paris. Je suis toujours à Paris. Les élections françaises, on commence par ça, parce que c'est ta deuxième patrie. Rex Kazadi, les élections françaises se sont bien déroulées. Les résultats, le même jour, dimanche, Macron rempile pour un deuxième mandat. Mais moi, je vais aller contre vraiment les à côté. Pourquoi les Blacks, en général, ont choisi Macron? Pourquoi? Malheureusement, je ne peux pas te répondre à cette question. Il n'y a pas de statistiques pour savoir exactement ce que les Blacks ont choisi. Mais on a la tendance que ça reste des spéculations. Des spéculations toujours. Est-ce qu'il y a des Noirs qui soutenaient Marine Le Pen? Évidemment. À part l'autre qui est un peu comme il y a des Noirs, la mascotte. Il y a des Noirs, des Africains qui soutenaient un peu près tous les Noirs, ils soutiennent un peu près tous les camps. Il y a des Zemmour, à Mélenchon, à Le Pen, jusqu'à Macron. Ce sont des citoyens comme les autres, donc chacun exprime son point de vue en toute liberté. Les deux politiques de Macron et de Le Pen, qu'est-ce qui devait favoriser l'Afrique? Parce qu'il y a beaucoup d'Africains, moi je le lis souvent, beaucoup disent que si c'était Marine Le Pen qui avait pris le pouvoir, l'Afrique aurait été plus autonome, la France-Afrique aurait disparu, les Africains auraient été plus indépendants. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Okay. Les Africains n'ont pas besoin de la France pour évoluer. Il faut arrêter avec cette mentalité d'attendre quoi que ce soit des étrangers. Personne ne viendra délivrer les Africains de leurs problèmes. Les problèmes des Africains doivent être réglés par les Africains, pour les Africains. Point. On n'a pas regardé ni la France, ni les États-Unis d'Amérique, ni aucun autre pays pour se développer. Les Africains doivent arrêter de penser que le bonheur viendra des autres. C'est faux. Pas facile quand même. Aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation avec ce Kazadi quand même. La mondialisation. On ne peut pas vivre en vase clos, donc on a besoin des autres aussi. Moi, je ne demande pas qu'on vive en vase clos. On peut travailler avec les autres. Être en interactivité avec les autres. Par exemple, je prends un exemple, quelqu'un qui veut monter une société ici au Congo, peut-être construire un immeuble. Il sait que, bon, il va acheter des ascenseurs, elles sont les moins chères en Turquie. Il va acheter, je ne sais pas, des chaises en Chine. Il a peut-être besoin d'un expert pour installer de l'électronique. Il va le chercher à Paris. C'est ça la mondialisation. C'est ça la mondialisation. Mais il construit au Congo. C'est une société congolaise, faite pour les Congolais. On ne va pas, dans cette société-là, commencer à mettre que la musique, par exemple, des Chinois, ou diffuser que la culture des Chinois chez nous. Il faut qu'on fasse une offre pour les Congolais, faite par les Congolais. Alors on est ouvert à travailler avec le reste du monde. Personne ne nous empêche de travailler avec le reste du monde. Est-ce que ça dit la diaspora? Nous y revenons. La diaspora congolaise, beaucoup fustigent le fait que la diaspora congolaise n'a jamais été unie. La diaspora congolaise ne constitue pas un lobby. Prenons le cas de Madame Kayembe, Deborah Kayembe de l'université d'Edinburgh, qui est menacée aujourd'hui par le lobby Tutsi, disons-le ouvertement. Qu'est-ce que la diaspora congolaise? Est-ce qu'il existe aujourd'hui vraiment le lobby congolais? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des pressions aussi aujourd'hui pour soutenir cette dame? Il n'existe pas de lobbies parce que les lobbies se constituent par des gens qui ont les moyens. Malheureusement, beaucoup de gens parlent souvent du Rwanda. Rwanda, c'est l'État rwandais. C'est l'État rwandais, c'est un État qui a derrière ces gens-là. Ce n'est pas seulement des individus comme ça, avec leur argent de poche, qui font du lobby. Non. Il y a l'État rwandais qui met le paquet, qui crée des groupes et qui influence. Influence et finance. Évidemment. Les deux. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de le faire? Qu'est-ce qui empêche l'État congolais de créer des lobbies dans la diaspora? Qu'est-ce qui empêche, regardez déjà, moi personnellement, un truc complètement fou. On a un chef de l'État qui est issu de la diaspora. Quand il arrive au pouvoir, il enlève le ministère de la diaspora. Ça n'existe plus? Il n'existe plus. Il n'y a plus de ministre de la diaspora. Il n'y a plus de ministère de la diaspora. De Congolais de l'étranger. Terminé. Il n'y en a pas. Deuxième chose, le même président issu de la diaspora, l'année 2020, la diaspora congolaise a envoyé 1,9 milliard de dollars de l'extérieur vers l'intérieur du pays, aux Congolais qui sont sur place ici. Cette diaspora qui envoie des milliards, je vous donne ces chiffres, vous pouvez les vérifier, c'est les chiffres de la Banque mondiale. Cette diaspora n'a pas le droit de voter.
nous représentons à peu près 10% de la population à l'extérieur, parce qu'on a à peu près 8 millions de Congolais à l'extérieur du pays. Mais je crois qu'avec la réforme électorale actuelle, c'est proposé que les Congolais de l'étranger votent. Il l'a dit, mais pour l'instant, rien n'est fait. Il en avait parlé lors d'un discours, comme d'habitude. Il avait parlé lors d'un discours en 2009 ou 2020. Mais jusqu'aujourd'hui, on entend dans la loi électorale, personne ne dit comment nous avons 62 ambassades à travers le monde entier. On doit sectoriser, savoir tel coin, un député, deux députés, tel coin, 3 députés, 4 députés. Logiquement, s'il y a 500 députés dans l'Assemblée nationale aujourd'hui, on devait avoir des Congolais de l'étranger. On doit avoir 50 députés de plus issus des Congolais de l'étranger. Ailleurs, ça se fait. En France, par exemple, il y a des députés français de l'étranger. Vous soulevez un exemple par rapport à la France tout à l'heure. En Chine, par exemple, à Tsingtsen, un truc comme ça, il y a eu à peu près 1500 Français qui vivaient là, qui se sont inscrits sur les listes électorales, qui sont venus à l'ambassade. Il y en a 800 qui ont voté. Dans les 800, il y en a une partie pour Macron, une partie pour machin, etc. Et c'est la même chose pour choisir leurs députés. Ils auront des élus qui seront issus de la Chine, mais qui siégeront dans l'Assemblée nationale. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi nous, Congolais issus de l'extérieur, on doit faire campagne à l'intérieur? Pourquoi quelqu'un qui vit à Bruxelles, qui peut représenter les Congolais? Parce que c'est aussi des Congolais. Ils ne sont pas moins Congolais que les Congolais de l'intérieur. Pourquoi on trouve normal qu'on trouve qu'un Congolais qui est à Kabeya Kamwanga, là-bas, soit représenté à l'Assemblée nationale, mais qu'un Congolais qui vit à Bruxelles ou à Paris ne soit représenté par personne? Lorsqu'on fait campagne, on doit payer les billets d'avion, l'argent, énormément de choses pour venir faire campagne ici, alors qu'on pourrait faire campagne beaucoup plus facilement là où on à Paris. Et puis, si on est élu, on représente les Congolais de l'extérieur à l'intérieur, ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Les problèmes de Congolais, les problèmes de passeports aujourd'hui, c'est difficile d'obtenir des passeports. Les ambassades, il y a des problèmes. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que vous avez beaucoup de problèmes. Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a vécu tout ça, qui a vu ça au quotidien. Je n'arrive pas à comprendre comment il s'est tellement déconnecté de la réalité des souffrances des Congolais, aussi bien ceux de la diaspora que ceux qui sont à l'intérieur du pays. Je n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un m'a dit que dès qu'on arrive au pouvoir, on change. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme élixir ou je ne sais pas quoi qui fait que les gens, quand ils arrivent aux affaires... Vous avez l'impression que le président n'est plus en connexion avec son peuple? Mais la réalité du pouvoir est autre aussi. Il a dit lui-même, quand on arrive au pouvoir, on découvre certaines choses que quand on était en opposition, on ne savait pas. Très bien. Il a dit. Qu'est-ce qu'il a obligé à dire, par exemple, que Paul Kagame, c'est son frère? Ça, c'est plus le pouvoir, ça. Mais en Afrique, on le dit toujours, pays, frères et amis. Pourquoi Paul Kagame ne le dit pas de Félix? Il a eu aussi l'occasion... Il n'a jamais dit, lui, Paul Kagame? Jamais. Comment il présente Félix Tshisekedi, jamais. alors? Le président congolais. Il ne l'a jamais présenté Félix comme étant son frère. Le président Félix passe à la télévision alors que Vital Kamerhe est un voleur, un criminel, qui a été condamné. La loi n'a pas... Il a été condamné. C'est en appel, hein? Oui, il a été condamné en première instance. Okay. Là, il a été condamné déjà, il a pris 20 ans. Il a été condamné une deuxième fois en appel à 13 ans. Aujourd'hui, ils sont passés en cassation, le procès est cassé, mais il y aura un autre procès en appel. Il y a de l'argent a disparu. Qui a pris l'argent? Où est cet argent? Donc, il sait très bien, nous avons tous suivi, tout Congolais de chez lui à la maison a bien vu le procès et on a bien vu comment ces gens-là détournaient l'argent du contribuable congolais. Toi, Félix, chef de l'État, tu ne peux pas dire aux Congolais que Vital Kamerhe, c'est un gars bien, c'est un gars sérieux. Ça aussi, qu'est-ce que ça a à voir avec la réalité du pouvoir? Il est aussi humain, non? C'est peut-être un ami, un proche qui l'a aidé à acquérir ce pouvoir. Mais tu es chef de l'État congolais, tu es garant aussi de la justice, tu es garant de l'État de droit. Une personne qui est condamnée par la justice, si tu n'as pas envie de répondre, tu dis, bon, je ne commande pas les affaires judiciaires. Mais tu ne dis pas que c'est quelqu'un de bien, qui a un avenir politique dans ce pays. Il n'a aucun avenir politique dans ce pays. Si c'est un pays, si ce pays c'est un pays qui fonctionne, Vital Kamerhe n'a plus aucun avenir sur ce pays parce qu'il va être condamné par la justice pour vol. On va encore lui donner l'argent des Congolais. Donc on est maso alors. On est un pays qui ne fonctionne pas. Lorsque vous avez été condamné pour avoir volé des millions dans un pays où les gens meurent de faim. Dans ce pays, est-ce que vous savez qu'il y a 20 millions actuellement là, 20 millions de Congolais qui sont en urgence alimentaire
On dit aussi, Rex, que ces organisations exagèrent un peu, no kunda no job, donc ils gonflent les chiffres et tout ça. Mais s'ils gonflent les chiffres, maintenant, quels sont les chiffres du gouvernement congolais? Il fallait demander au ministère du Plan peut-être, aux Affaires sociales. Voilà, quoi. Donc, s'ils gonflent les chiffres, qu'est-ce que nous avons comme rapport pour dire que bon, c'est faux, la réalité c'est ça? Il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'État. Mais le chef d'État lui-même a dit publiquement, Mbogamo est Koufi. Mais non, mais vous comprenez le contexte dans lequel vous comprenez le contexte. Vous savez, j'étais avec un ami, on était en train de discuter un peu, j'étais en train de me révolter, un ami kabbyliste. Je dis, mais attends, votre Kabila, il me dit non. J'ai dit, Kabila, c'est un voleur, un voyou, sa place en prison. Il doit aller en prison. Et il me dit, ouais, mais j'ai dit, attends, 668 000 $ par mois. Et il me dit, attends, lisons la loi sur les anciens présidents, on regarde, on dit non, Kabila touche en fait 30% du salaire du chef de l'État actuel. J'ai dit, attends. Mais le chef lui-même a dit qu'il ne connaissait pas, il ne connaissait pas son salaire. Il ne connaît pas son salaire, moi je vais vous le donner. Non, moi je vais vous le donner. La dotation, puisque Kabila touche 680, 30%. Donc les 70% autres, tu prends 30% de Kabila, puis tu rajoutes 70%, ce qui fait 2 290 000 €. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, touche chaque mois en termes de dotation. Mais dans cette dotation-là, il en fait ce qu'il veut. Cette dotation-là, il ne la rend pas aux Congolais. Il l'utilise. Il a le droit d'en faire ce qu'il veut. C'est son argent. C'est son salaire. Donc Félix touche 2 millions chaque mois. Ça veut dire que dans les 5 années qui passent, le chef de l'État aura touché 75 millions d'euros dans un pays ou de dollars dans un pays. Emmanuel Macron touche combien? Emmanuel Macron, il touche à peu près une affaire entre 14 et 19 000 € par mois. Par mois. Non, c'est pas. Donc comparé à Félix, lui c'est un vendeur de poissons fumés à Makala. Pas possible. Ah ben oui. En termes d'argent. Mais chez nous, c'est pas encore, c'est pas quelque chose de connu. Hein. Ça, ce sont des supputations. Hein, non, moi je ne suppute pas. Moi je suppute pas. Parce que c'est pas calculé objectivement comme ça. On ne le connaît pas. Hein. On ne connaît pas les salaires du chef de l'État. Hein. Vous savez, à chaque année, il y a le budget qui est voté par l'Assemblée nationale. Allez-y à l'Assemblée nationale, au Parlement. Vous regardez le budget, vous voyez les dépenses de l'État. Tout est écrit. Tout est écrit. On vous dit où tant de sommes est parti à telle organisation, tant de sommes à la présidence, tel c'est pour le chef de l'État. Tout est écrit. Tout est écrit. Vous allez avoir les vraies informations. C'est comme ça. Nous, on est en train... Le magazine Jeune Afrique, c'est ce magazine-là qui a mis sur la place publique le salaire de Joseph Kabila, c'est partout, qui n'a jamais été démenti par personne. Le salaire est de 680. Alors, si la loi électorale dit que Joseph Kabila est à 680 000 €, donc Félix est à 2 290 000 $. Voilà. C'est clair. Donc c'est ça son salaire. D'autres qui vont malhonnêtes diront que non, c'est pas son salaire, c'est sa dotation. Mais cette dotation, il a le droit d'en faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut de cet argent. Donc c'est son salaire. C'est clair. Ok. Nous prenons la loi sur l'agriculture. Je sais qu'en France, moi j'aime des comparaisons comme j'ai quelqu'un qui vit là-bas. Comment ça se passe en France, par exemple, dans le secteur agricole? Est-ce que la terre française est ouverte aux étrangers aussi? Toi, un Congolais d'ici, tu peux acheter la terre en France et faire l'agriculture? C'est possible? On peut acheter de la terre pour faire de l'agriculture. En France, hein? Parce que, par exemple, il y a des étrangers qui achètent des vendanges pour faire du vin. Et il y a des étrangers, par exemple... c'est tous les Chinois, hein, j'ai entendu dire. Tout à fait. Beaucoup de Chinois, d'ailleurs. Il y a le champagne, par exemple, qui a une appellation contrôlée. En fait, c'est un endroit en France... Qu'on appelle Champagne. Qu'on appelle Champagne. Donc, c'est dans cet endroit que vous pouvez sortir ce que vous appelez Champagne. Tout ce qui ne sort pas de ce lieu-là en France n'est pas du Champagne. C'est une appellation contrôlée qui vient que de cet endroit. Comme Bordeaux et... Voilà. Et donc, beaucoup de gens, des étrangers, cherchent des terres, vont là-bas, rachètent, donnent pour créer leur propre champagne sur place. Sinon, tous les autres qui sont en dehors du champagne, ce sont des faux. Hein? Ce sont des fakes. Ce sont des fakes. Donc aujourd'hui, pour vous pensez que pour la RDC, c'est aussi une bonne politique d'ouvrir nos terres aux étrangers qui ont de l'argent et qui viennent faire l'agriculture? Puisque nous, on a 80 millions de terres arables, on ne fait rien avec. On est, comme vous avez dit, beaucoup de gens sont sous-alimentés, on est en crise alimentaire. Ouvrons ça, donnons aux autres qui ont la capacité de le faire et qui le fassent. Moi, je poserai une question. Pourquoi
80 millions de Congolais ne sont pas capables de prendre des pelles, d'ouvrir la terre et de planter des graines. Ça, on ne sait pas faire. On est tellement incapable qu'on ne peut même pas ouvrir la terre et planter des graines. C'est tout. L'agriculture, tu ouvres la terre, tu plantes une graine. Mais je peux te faire voir des photos, j'ai des légumes, donne ça à Charlie, donne à Charlie, on va montrer. J'ai des fruits, tout ça. Chez toi ou tu as acheté la terre? Non, pas encore à Kinshasa, chez moi à la maison. J'ai un jardin, je plante, je fais des fruits, je fais des légumes, je fais des tomates, je fais des oignons, etc. Donc tu incites les gens. Mais on n'a même pas de grandes parcelles, papa. On n'a pas de grandes parcelles chez moi. On va planter où? On n'a pas des hectares de parcelles, on a des petites maisons comme ça, Lemba, comme ça. Tu vas planter où? C'est Kinshasa. Le Congo, c'est une petite Kinshasa. Ton où là, c'est où? Ton où là, c'est où? Non, là, je te parlais de chez moi personnellement. Mais c'est où ton où là? Là-bas. Là-bas où? En France? Évidemment. Ah, ici, t'as rien? Non, j'ai rien. Qu'est-ce qui t'empêche aussi de faire ici? Mais si, je vais m'installer, je vais faire ici. Ici à Kinshasa ou Non, à Kinshasa, je vais m'installer à Kinshasa. Lorsque je serai installé, je ferai un petit jardin et je t'offrirai quelques fruits. Toujours dans les comparaisons, l'exode rural en France, est-ce qu'il y a aussi l'exode rural? Est-ce qu'il y a des gens qui quittent les villages, les villes en France pour aller à Paris ou dans les grands centres urbains? Tout à fait. Par rapport à leur métier, par rapport à leur choix, beaucoup de gens quittent les campagnes pour aller... Les campagnes se vident en France? Non, ça ne se vide pas parce que les gens, il y a ceux qui restent, justement, des agriculteurs, des éleveurs, qui se font parce qu'ils travaillent de génération en génération, donc qui restent là parce qu'ils gagnent leur argent là-bas. Et puis il y a des gens qui n'aiment pas la vie de la ville, qui préfèrent vivre à la campagne. Est-ce que c'est contrôlé? Est-ce que l'État contrôle le mouvement de la population française? Ah oui, l'État contrôle le mouvement de la population française. C'est-à-dire que si, par exemple, l'État sait qu'un coin se vide, donc il va se dire que il faut qu'on fasse des choses là-bas pour que les gens restent sur place. Et donc ils vont peut-être créer des commerces, des magasins, des gens vont tout d'un coup, il y aura de la vie et des gens ne voudront plus partir parce qu'ils auront tout à côté de chez eux. Voilà. Ça se fait là-bas. Mais chez nous, pour vous, Rex Kazadi, le projet de 145 territoires, c'est peut-être pour empêcher ça aussi, que le Congo profond se vide, que les gens quittent... Moi, la personne qui a fait ce projet-là, dont j'ai entendu parler il y a très longtemps, il s'appelait Mani Machinda, c'est lui qui avait vraiment proposé cette histoire de 145 territoires. C'est qui Mani Machinda. C'était lui. Qui avait vraiment fait ce projet, qui a été récupéré par ceux qui en parlent aujourd'hui. Moi, à titre personnel, mais c'est là où je dis les Congolais sont capables. C'est un Congolais qui a pensé ça, qui a voulu ça. Ça ne vient pas de l'étranger. Donnez aux Congolais l'envie. On a le chômage dans ce pays. Comment on peut tuer le chômage? En donnant du travail aux Congolais. Vous voulez faire venir des étrangers, vous allez leur donner non seulement du travail, tuer le chômage chez eux, et leur permettre de pouvoir s'enrichir et se servir dans notre pays. Non, il y a un problème. Si on veut nous devons d'abord dans ce pays être autosuffisants alimentairement. Oui. Ça veut dire qu'on doit pouvoir se nourrir partout. Les Congolais doivent pouvoir manger à l'intérieur du pays. Nous-mêmes. Et l'excédent, on doit être capable d'en faire commerce. Comme ça se passe en France. Il y a trop d'excédents d'ailleurs chez vous. Voilà. Pendant l'hiver, qu'est-ce qui nous empêche de vendre aux Américains, aux Français, aux Suisses, des mangues, des bananes? Mais on est dans la Goa, non? On est dans la Goa, non? On ne vend pas aux Américains parce que les Américains ont ouvert le marché avec la Goa. On ne vend pas aux Américains les mangues, les avocats. On ne vend pas. On ne vend pas? Ni café, ni thé. Qui produit ici des mangues, du café, du thé? Je ne connais pas. Donc on a un vrai problème. Il y a quelques fermes, quelques individus qui ont leurs fermes, mais on n'a pas une agriculture généralisée. Industrialisée pour tout le monde. Aujourd'hui, on a les Kassaïens qui sont en train de mourir de faim, qui sont en train de fuir au Katanga. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'agriculture là-bas. Et ils n'ont pas de quoi manger. Et comme le Kasaï est enclavé, ils ne savent plus où aller. Certains vont à l'Équateur, d'autres vont au Katanga et le Kasaï se vide. Mais tout ça, c'est l'amiba. On peut pas faire revivre l'amiba? Non, tout ça, c'est pas l'amiba. Tout ça qui manque, c'est une vision du chef de l'État. Félix n'a pas une vision du pays. Ça veut dire que je pense que il est arrivé à des responsabilités sans vraiment y être vraiment préparé. Et donc, 37 ans d'opposition quand même, donc il a eu le temps Lui, c'est Félix. Celui qui a fait 37 ans, c'est Étienne. Donc, c'est pas la même chose. Il n'a pas fait 37 ans d'opposition. Il est arrivé... c'est l'UDPS en général qui a fait 37 ans d'opposition. Et donc, tu remarques... Et je vais te raconter un truc. Moi, j'ai connu l'UDPS de l'époque.
90% aujourd'hui de l'UDPS, ce sont des jeunes, des petits jeunes, des gens qui n'étaient pas là au départ. Toutes les têtes, toutes les personnes qui étaient tous les maîtres à penser. Aujourd'hui, à la tête de l'UDPS, on a Christian Kabouya. Et alors, il a quoi? Il pense pas? Comment ça, franchement? C'est la diffamation, ça, Rex. C'est quand même quelqu'un qui propose quand même des belles idées. Par exemple, quelqu'un qui ne veut pas d'une cellule de communication parce que la cellule se plaint, donc il dit stop. Donc il propose des idées, il dit attention, il propose des idées quand il parle. En tout cas, pour c'est quelque chose de bien, non? L'UDPS est tombé bien bas avec un type comme ça. À l'époque où moi j'ai connu l'UDPS, à l'époque où il y avait les Yalo et tout ça, ce type-là, c'était un porteur de sauve. Vous n'étiez pas encore né, vous aussi. Non, il était fou. Comment ça, j'étais pas encore né? C'était dans les années 80, j'étais déjà là. Donc pour vous, il y a deux UDPS. L'UDPS des pères fondateurs et l'UDPS d'aujourd'hui. Moi, j'ai suivi le père jusqu'au jour de sa mort. J'étais là jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour d'Étienne Tshisekedi. Je suis un Tshisekediste de la première heure et je suis un combattant et un révolutionnaire. Je dis pourquoi j'utilise le mot révolutionnaire, c'est pour dire que je refuse. Qui ne connaît pas Rex Kazadi aujourd'hui, qui t'a quand même. Rex, ça doit payer sa montre dans la Bayer Rwanda. Rex, tu sais. Rex, par exemple, Rex, j'ai fait une émission à Paris et on m'a poursuivi pour toi. Mais aujourd'hui, Rex, on ne le sent pas, quoi, Rex. C'est quoi cette histoire? Rex, on ne te sent plus. Pendant 3 ans, on a laissé l'opportunité à Félix de nous prouver qu'il pouvait réellement mettre en œuvre ce que nous avons rêvé tous. Qu'est-ce que vous avez rêvé de quoi? Nous avons rêvé d'un état de droit, ce qui n'y est pas. Les gens volent, sortent de prison du jour au lendemain. Le même Félix, si on regarde certains discours, il fustigeait les kabylistes lorsqu'ils volaient. Lui, il est aux affaires. Il y a des gens qui sortent de prison, vont même s'asseoir à l'Assemblée nationale alors qu'on les a attrapés ici en face à Brazzaville avec des valises et des millions à l'intérieur. Comprenez ce que je veux dire? Nous nous sommes battus contre ça. Et aujourd'hui, ça existe encore. L'état de droit n'existe pas. Les Congolais meurent de faim. Je dis bien, aujourd'hui, il y a un système dans les familles, on appelle ça délestage. Monsieur et madame, dans la même maison, toi tu manges lundi, moi je ne mange pas. Non, c'est faux. Toi tu manges. Il ne faut pas véhiculer une mauvaise image de la RDC. Je vous en prie. Je l'ai vu. Moi je l'ai vu. Je vous en prie. Si vous amenez votre caméra, je vous amène dans ces familles-là. Charlie, en tout cas, il faut y aller. Moi j'y crois pas. Il ne faut pas vendre une mauvaise image de la RDC. Je ne vends pas une mauvaise image, c'est mon pays. Moi, j'ai une image de la réalité. On ne va pas se voiler la face. Il y a des gens qui meurent de faim dans ce pays. Moi et toi, si on sort, on se met juste dehors là pour manger. Il y a des enfants qui vont venir nous demander de l'argent. Est-ce que je mens? Il y a des enfants qui vont venir nous demander, papa, j'ai pas mangé. C'est une réalité qu'on vit. Alors, lorsqu'on est le fils d'Étienne Tshisekedi et qu'on arrive aux affaires, on ne peut pas faire mieux que ce qui se passe actuellement. Étienne n'est pas Félix, c'est ce qu'on oublie. Le père n'est pas forcément le fils. Merci. Ils ne sont pas Dieu, ce n'est pas 3 personnes en Dieu. Je vous en prie. Merci. Oui, parce que beaucoup de gens disent, tu as vu le fils, tu as vu le père, tu as vu le fils. Ouais, ça c'est Jésus-Christ ce qui est complètement faux. Ce qui est complètement faux, c'est pour ça que je ne suis pas un félixiste, je suis un tisséquédiste de la première heure. Nous nous sommes battus pour l'établissement d'un état de droit. Ça, c'était la philosophie d'Étienne Tshisekedi. Le premier droit que doivent avoir les Congolais, c'est de vivre en sécurité, ce qui n'est pas le cas. On tue encore, on assassine encore dans ce pays. Il y a des zones où les Congolais meurent. Mais Félix Tshisekedi a hérité ça de Kabila. 18 ans de destruction de Kabila. Il ne peut pas changer un pays en 3 ans, quand même, le pauvre. Il faut le comprendre. Le pays a été par terre pendant 18 ans. Tu as été un combattant. Je te connaissais assez dur envers Kabila. Mais en 3 ans, il ne peut pas réparer un pays détruit depuis 18 ans. Il a un mandat de combien? 5 plus renouvelable une seule fois. Oui, mais là, il a un mandat de combien? De 5 ans. 5 ans. Donc il a déjà fait plus de la moitié de son mandat. Il faut attendre quoi? Il faut qu'on attende la fin de son mandat pour qu'il commence à bosser. Mais il a quand même fait quelque chose. Il faut quand même l'admettre. Moi, je parle... Il négocie pour qu'il y ait la fin de la guerre. Il est à Nairobi, partout on parle de la RDC. Il est là. On négocie avec qui? Le M23. Ils ont tué. Kabila fait la même chose. Ils ont violé. Mais nous ne sommes pas les kabylistes. Quel est l'intérêt de combattre? Mais c'est ce qu'on dit toujours. Kabila fait ceci, Kabila fait cela, Kabila aussi a fait ceci, Kabila fait cela aussi. Quel est l'intérêt? C'est la chanson, non? Quel est l'intérêt de Kabila fait ça aussi. De combattre Kabila pour faire la même chose que Kabila? Quel est l'intérêt? Mais vous le dites, non? Quand on fait quelque chose, non, Kabila aussi avait fait ça, Kabila aussi a fait ça, Kabila aussi a fait ça. Non, pas moi. Le M23, ils ont violé, ils ont assassiné, ils ont tué, et puis ils ont pillé ce pays, ils sont partis. Et puis aujourd'hui, ils viennent comme ça dans des poches, ils découpent les têtes des gens, ils découpent les enfants à la machette, ils violent des enfants, et puis on se met autour de la table, on leur dit, bon voilà, pour vous récompenser, comme on veut la paix, vous
Vous allez rentrer dans l'armée nationale congolaise. Encore. On va où là? Mais on négocie toujours. Nous la fin de la guerre, il y a toujours des négociations. On ne négocie pas. On doit leur faire la guerre. Même la première guerre mondiale, la deuxième. On négocie toujours l'Ukraine et la Russie. On parle, non, Rex? Pour mettre fin, il y a toujours des discussions. L'Ukraine et la Russie sont en train de faire la guerre. Ouais. Et nous, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait contre les gens qui ne tuent? On ne fait pas la guerre. On ne les combat pas. On ne les combat pas. On devait combattre le M23 à l'extérieur. Mais non, mais nous sommes incapables. Les ont quand même repris quelques positions. Ils ont pris quelle position? Ils doivent les exterminer. Totalement. C'est trop fort, ça. Et attends, à quoi ça sert l'armée? L'armée, ça sert à ça? À exterminer les belligérants? On sert à quoi? L'armée congolaise devait les pulvériser jusqu'au dernier, sans en laisser un seul. Là, on pourrait s'asseoir autour d'une table pour discuter. On n'est pas capable de défendre le territoire. On n'est pas capable de défendre les vies humaines dans le Congo. On est capable de quoi? Mais à Nairobi, quand même, le chef de l'État les a mis autour d'une table et ils ont donné leurs revendications, quand même. La paix, c'est pas plusieurs moyens. On n'a pas discuté avec eux. On peut avoir la paix dans plusieurs moyens. Il y a la guerre, il y a la diplomatie. Il y a la diplomatie aussi, non? La Russie, ils ont dit aux Ukrainiens, arrêtez, vous ne voulez pas comprendre, demain, ils sont en train de les corriger. Point. Comme ça, la vie. On va corriger. Si aujourd'hui... Ça, c'est État avec État. Bon, mais admettons, c'est État avec État. Maintenant, nous avons deux États qui sont venus ici, qui ont tué des millions de Congolais. Ils ont deux États. Le premier a été condamné par la communauté internationale. De l'argent, l'Ouganda. Ils nous doivent, je ne sais pas combien de milliards, ils ne nous les ont jamais donnés. Aujourd'hui, on s'assoit encore autour de la table à discuter avec eux. Deuxièmement, le Rwanda, qui, matin, midi, soir, viole le territoire congolais, rentre, fait ce qu'il veut, finance. Ces groupes-là, les M23, tout ça, sont financés par qui? Qui est-ce qui les permet de manger seulement? Rien que la nourriture. Ils sont nourris, mais aujourd'hui, ils sont nourris comment? Ils vivent où? Qui les finance? Qui paye leurs... Mais le président de l'Assemblée nationale nous a dit, il y a certains députés, il y a certains fils du pays ou filles du pays On ne les connaît pas? On ne peut pas les arrêter, les fils du pays? On ne peut pas les mettre en prison? Ah, on sert à quoi alors? Lorsqu'on est chef de l'État du Congo, tu as l'armée. Tu as une population de 80 millions de personnes. 50% sont au moins de 15 ans. Tu as une jeunesse active, solide. Tu n'es pas capable de mettre ça à plat. Mais tu sers à quoi, mon ami? À quoi tu sers? On nous humilie matin, midi, soir. Rwanda vient ici, il se moque de nous, le machin. On viole nos femmes aux yeux de tout le monde. Hein? On les écartèle, on les prend par 10, 15 personnes. Et nous, les Congolais, on est là à jouer des guignols. Ceux qui se battent comme Mukwege pour sauver ces femmes-là. Plus de 50 000 femmes qu'il a sauvées, des femmes qui ont eu l'appareil vaginal déchiré, détruit. Ce gars-là se bat pour lui. Lui, il n'a pas le droit au passeport diplomatique, mais on prend des guignols comme Van Damme, un alcoolique, un drogué. On lui donne un passeport. Et on lui donne un passeport. D'ailleurs, je sais pas un passeport diplomatique dont il n'a même pas besoin parce que lui, il a un passeport qui est plus fort que le passeport diplomatique congolais. Il a le passeport américain. Et on lui donne un passeport diplomatique pour faire quoi? Qu'est-ce que ça veut changer? Il va peut-être vendre l'image de la RDC, non? Mais dans ce cas-là... Chercher des investisseurs. Quel investisseur? Mais pour qu'il ramène les investisseurs d'abord pour la Belgique. Il n'a jamais ramené une seule personne, ne serait-ce pour faire une boulangerie en Belgique. Et il va ramener les investisseurs au Congo. En vertu de quoi? En vertu de quoi? Je ne comprends pas comment les investisseurs. Mais on parle avec les États, on parle avec les entreprises. Mais ce sont ceux-là les investisseurs. Vous me parlez de Jean-Claude Van Damme. Discuter directement avec Google, discuter directement avec Apple, discuter directement avec Elon Musk. Qui a racheté Twitter à 40 Lui, il a l'argent. Lui, il a l'argent. Attends, moi je veux bien qu'on fasse les salam alek si on voit Elon Musk. Lui, il a 500 milliards. S'il te plaît. Elon Musk, vous allez prendre un drogué? Van Damme? Hein? Attendez, vous êtes sérieux? Vous vous moquez de nous? Une question directe. Rex Kazadi, y a-t-il une guerre en République démocratique du Congo? Bien sûr, il y a une guerre qui dure depuis plus de 20 ans. On peut appeler ça guerre. Par exemple, comparaison. C'est une guerre entre Russie et Ukraine, c'est ça la guerre. Mais nous, on a quoi en République démocratique du Congo? Ok. Nous faisons la guerre contre deux pays. L'Ouganda. C'est pas officiel, hein? Le Rwanda. Nous faisons la guerre contre eux depuis plus d'une vingtaine d'années. La grosse différence avec ce qui se passe en Russie et l'Ukraine, c'est une guerre de haute intensité. Haute intensité, pourquoi? Parce que bango watang bazo mindele to babundaka basaka nagate. Eza blague te. Omoni ba arme na bango, omoni la violence et l'organisation de ça ne blague pas.
Et en plus, derrière l'Ukraine, il y a l'OTAN. Derrière l'OTAN, il y a les États-Unis. Donc, il y a des centaines de soldats français, américains, etc., qui sont avec les soldats ukrainiens. Non, mais ils ne se battent pas avec eux. Ils se battent pas avec eux. Ils sont avec eux, ils tirent avec eux. Lorsque vous ils se plaignent, non, le président ukrainien qui n'a pas eu le soutien des gens de l'OTAN. Lorsque vous ramenez des armes françaises et que vous les donnez à des militaires qui ne les ont jamais touchés, qui ne savent pas lire le français, qui les utilise? Si ce n'est pas des soldats français, qui les utilise? On peut les montrer, non? Comment manier ça? En combien de temps? Dans une grotte? Vous arrivez comme ça, vous montez des militaires? Ça, c'est un lance-roquette? Ou ça, c'est ceci que vous pouvez utiliser ça pour tuer les chars? Non. Pour détruire des chars? Non, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, ceux qui utilisent, à part vraiment des armes légères, comme des lance-roquettes, etc., voilà, les armes lourdes, il y a c'est pas seulement des formateurs, il y a des gens, beaucoup de gens, on vous dit oui, ce sont des déserteurs qui ont quitté l'armée, des mercenaires qui viennent. Non, c'est pas des mercenaires, c'est des gens qu'on paye le double, le triple de leur salaire et on envoie au front là-bas. Si on t'attrape, tu n'es pas français. Et ça, mais ils travaillent, ils ont les informations de l'État français, ils ont machin, des Américains sont là-bas, etc. La Russie ne fait pas la guerre seule contre l'Ukraine. Avec la Chine et les autres. La Russie est en face d'une armée ukrainienne avec les hommes de l'OTAN dedans. Voilà. Et chez nous, maintenant, c'est quoi? C'est pas classique. Non, chez nous, nous avons. C'est pas une guerre classique. Nous avons eu une guerre asymétrique, et claire, asymétrique pendant un certain nombre de temps. Lorsqu'elle s'est arrêtée, le président du pays d'à côté, le Rwanda, a créé comme ça, tous les 5-6 ans, un groupe armé. D'abord, qui vont venir revendiquer que ce sont des Banyamulenge. Après, le lendemain, ils vont revendiquer que ce sont les M23. Ils ont tous le même objectif. Ils veulent tous rentrer dans l'armée nationale pour y faire quoi? Oh non, ce sont des Congolais, ce qui n'est pas avéré, ce qui n'est pas prouvé. Oh non, ce sont des Ougandais, mais ils n'attaquent pas l'Ouganda. Ils sont au Congo, ils tuent les gens au Congo, ils violent les femmes au Congo, ils assassinent au Congo. Et c'est avec ces gens-là qu'on veut discuter. Avec ces gens-là. Mais ce sont nos voisins, ils resteront nos voisins des années et des années. On doit discuter avec eux, qu'on le veuille ou pas, que ça nous plaise ou pas. Ce sont nos voisins. L'Allemagne et la France, à un moment, ils ont mis leur rancœur de côté, ils ont parlé. On doit parler. Ce sont nos voisins pour des années et des années. Est-ce que nos voisins, est-ce que la France peut continuer à discuter avec l'Allemagne si l'Allemagne, aujourd'hui, viole, tue, assassine des femmes en France via des groupes armés qu'elle instrumentalise, qu'elle arme. Il n'y en a d'ailleurs plus en Europe des groupes terroristes. C'est fini, ces histoires de groupes terroristes. Pour l'instant, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. À un moment, c'était très fort. Je me rappelle, les bombardements et tout ça. Tout à fait. Donc, c'est pour vous dire, ces terroristes-là, ils étaient financés, ils étaient armés. Les M23, qui paye le M23? C'est le Rwanda. Il faut qu'on arrête de rigoler. Ce sont les Rwandais et l'Ouganda qui arment, qui financent ces gens-là. Lorsqu'on attend, oui, on a tué les gens à l'Est. Aujourd'hui, c'est la peur que nous avons dans nos dirigeants, tous confondus, incapables de désigner qui est l'ennemi sur la place publique. Je me souviens de Paul Kagame, lors d'une interview à Bruxelles, il a dit non, au Congo, il n'y a jamais eu de crime au Congo. C'est passé, il n'y a rien là-bas. Et le chef de l'État, toute la diaspora, tout le monde s'est levé. Non. Comment il peut manquer de respect, insulter le peuple congolais comme ça? Le chef de l'État a dit, je vais lui parler. Quand on se verra tous les deux, je vais lui parler. Il lui a parlé. Vous avez eu la suite? Il lui a dit quoi? C'est entre deux chefs d'État, peut-être c'est oui. Mais nous, on veut savoir, parce que s'il s'agit de nous, il nous a manqué de respect. Toi, tu nous représentes. Alors, qu'est-ce que tu vas dire sur la place publique? On n'a pas de compte rendu. On ne sait même pas s'ils se sont parlé. On ne sait même pas s'il lui a dit un mot. On ne sait pas si, trois amis dans le couloir, Félix à côté gauche, à Tikié, peut-être qu'il fallait te dire un mot qui a la place de Félix. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, qui a le ceux qui ont croisé Kagame, dans le couloir, aussi la ma belle. Ah oui, il dit, même aux Nations Unies. Il a même dit, même aux Nations Unies. Ceux qui y est Kagame dans le même couloir, ça va très mal se passer. Peut-être que c'est lui qu'on a dû mettre à la tête de l'État. Le Congo aujourd'hui a besoin d'un homme fort à la tête du Congo. Un homme de poigne. Un chef, que l'on sente que c'est un chef. Un homme qui prend des responsabilités. Un dictateur, en fait. Non, quelqu'un choisi par le peuple, c'est pas un dictateur. Et Félix n'a pas été choisi par le peuple? Mais je t'ai dit, un homme de poigne. Est-ce que c'est un homme de poigne?
Est-ce que c'est un homme de poigne? Quelles sont les décisions qu'on a senties? Oui, c'est le chef de l'État qui est là. Aujourd'hui, 90% des gens qui travaillent pour lui, ils prennent une décision, derrière, ils font ce qu'ils veulent, etc., etc. Tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint. De sa gestion Attends. Mais de sa gestion, mais bon... En dehors de sa gestion. Il a dit, Mobutu l'a dit, seul il ne peut rien. Il a des conseillers, il a des gens tout autour de lui. Il n'aide pas, ces gens-là ne l'aident pas. Mais oui, mais ne l'aident pas. C'est pas la faute. Tu sais, il n'y a pas de mauvais soldats, il n'y a que des mauvais chefs. Le soldat n'est pas mauvais. Qu'est-ce que toi, tu as fait en sorte pour que les gens fonctionnent? Aujourd'hui, par exemple, moi, je me souviens, où sont maintenant tous les combattants, tous les gens qui ont perdu leur vie? Moi, j'ai perdu mon cousin Boukan Kazadi, qui a été brûlé en 2016 dans le siège de l'UDPS. Oui. Oh là là. Ouais. Qu'est-ce qui a été fait? En plus, ce jour-là, je devais être là. Je devais être là ce jour-là. J'ai eu un contretemps qui a fait que j'ai Narataki. Tous ces gens-là qui sont morts aujourd'hui, tous ces gens qui se sont battus. L'UDPS a 32 ou 42 députés. L'UDPS a un chef de l'État qui est de l'UDPS. L'UDPS a des ministres qui sont de l'UDPS. Ils ne sont pas capables, logiquement, si c'était on était dans une organisation qui fonctionne, à la fin de chaque mois, chacun enlève $1000 ou 2000 si tu es ministre, chef de l'État, comme il a une dotation, il peut donner aussi sa part. Alors bon, il dit qu'il est le chef, qu'il est le président de tout le monde, qu'il est machin, tout ça, mais le chef peut donner une dotation, les gens qui travaillent avec lui peuvent donner une dotation, les députés peuvent donner une dotation, l'UDPS peut avoir par mois un budget entre 50 et 100 000 dollars. Avec 50 et 100 000 dollars, vous faites des choses. Les gens, vous nourrissez des gens. Vous pouvez faire justement des plantations, des légumes. Vous pouvez créer des magasins, faire du business pour que le parti continue à vivre. Aujourd'hui... L'UDPS n'a même pas de terre pour faire l'agriculture? Il n'y a pas? Les frères avec qui j'ai combattu, beaucoup de membres de l'UDPS meurent de faim aujourd'hui. Non, mais il y en a aussi beaucoup qui ont eu du boulot. Hein. Beaucoup sont clochardisés. D'ailleurs, beaucoup de la diaspora ont eu du boulot de la diaspora. Beaucoup sont des conseillers aujourd'hui. Quelques-uns, les copains. Vous savez la chanson? Les copains d'abord. Ils naviguaient en Père de Nard sur la grande mare des canards. C'était les copains d'abord. Les copains d'abord. Jacques Brel, c'est ça? Jacques Brel, tout à fait. Je connais quand même. Donc, pour vous, aujourd'hui, comme l'UDPS est au pouvoir, on devait donner le travail à tout le monde. C'est le rôle d'un parti politique, c'est de donner du travail à ses partisans ou à ses sympathisants. C'est ça le rôle d'un parti politique? Le rôle d'un parti politique, c'est de faire vivre le parti. Le rôle d'un parti politique, c'est de lutter contre la misère. Le rôle d'un parti politique, c'est de faire d'abord, à l'intérieur du parti, nourrir les gens qui sont dans le parti. Et l'argent dont je parle, ce n'est pas de l'argent que j'ai dit que l'État doit donner. Non, c'est de l'argent de ceux qui ont été élus, qui sont payés par l'État. Cotisation de membres, il y a quand même des membres qui cotisent. C'est leur cuisine interne, je ne sais pas trop. Il n'y a pas de cotisation. Les gens sont en train de mourir de faim. Demain, on va les accuser en disant non, que ces gens-là, ils ont été au pouvoir, machin, alors que Batubazo Koufananzala. Ils ont été au pouvoir, ils ne voient pas c'est quoi le pouvoir, ils ne savent pas. Ils sont en train de crever alors qu'ils se sont battus réellement pour un changement. Et moi, je les plains parce que j'en connais beaucoup parmi eux. Et je suis très triste pour eux. Par rapport les élections pour vous, Rex Kazadi, vous qui avez vécu en Europe, est-ce que les Africains, la RDC en général, doivent copier le monde occidental? Parce que les élections en Afrique, on sent que ça ne va pas. On ne parvient pas à avoir la souplesse qu'ont les Français. Il y a des élections, le même jour on proclame, pas de contestation, et la vie continue. C'est comme si en France aujourd'hui, c'est comme s'il n'y avait jamais eu des élections. Attention, rien du tout. Marine Le Pen accepte la défaite sans problème, avec courtoisie, et dit le combat continue. Mais pourquoi l'Africain ne parvient pas à faire ça? Qu'est-ce qui nous manque pour que nous puissions avoir des élections apaisées, tranquillement, et on continue la vie? Malheureusement, c'est une affaire de génération. Tu sais, les Français, beaucoup de Français, surtout les Macron et tout ça, et Marine Le Pen par exemple, sont nés dans cette démocratie. Ils la connaissent. Et donc pour eux, il n'y a rien de... En fait, remettre en cause cette démocratie, pour eux, c'est comme si... C'est cracher sur le visage de la France, en fait. Voilà. Je comprends. Vous comprenez ce que je veux dire? Malheureusement, beaucoup de nos dirigeants ont découvert la démocratie. Ils l'ont découvert par les jeux de « Ah, pourquoi pas toi, moi, machin, tout ça ». Et on a une classe politique
des gens qui arrivent aux affaires, pas pour changer des choses, mais pour c'est mon tour. Nalia quoi. Kabila le père, lorsqu'il est arrivé aux affaires, c'était je vais remplacer Mobutu. C'est pas j'arrive avec une vision pour transformer mon pays. Mon gars, il a commis Mobutu. Le tombeur de Mobutu. Enfin. Voilà, c'était le tombeur de Mobutu, etc. Félix arrive, il a pris la place de Kabila. On a pris la place de Kabila. Au lieu maintenant d'appliquer tout ce qui était dans l'historique. Il y a quand même un projet de société dans l'UDPS, je pense. Il y a un projet de société qui date depuis très longtemps. Et donc, au lieu d'appliquer les préceptes du parti, on met des incompétents à la tête du parti, on laisse tomber la base, et puis on met d'abord les copains pour faire tourner la machine amicale et des machins, et le pays ne tourne pas depuis 3 ans. Le mandat s'arrête dans 2 ans. Je dirais même dans 1 année, si on respecte la date des élections, comme l'a dit hier le Premier ministre. Les élections, c'est dans 1 année. Donc, dans l'année prochaine, au mois de mai, l'année prochaine, on sera déjà, il ne restera plus qu'1 année, ça sera l'année des élections. Dans l'année des élections, il n'y a plus de travail, on ne fait plus rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont autour de Félix qui fonctionnent dans leur tête en se disant on a un mandat de 10 ans. Parce qu'ils sont persuadés qu'en 2023... Non, c'est jusqu'à la venue de Jésus. Ne vous en faites pas. C'est jusqu'au retour de Jésus. Pour certains, oui. Oui, c'est jusqu'au retour de Jésus. Ils sont en train de rêver. Ils sont en train de rêver parce que si Félix aujourd'hui quitte le pouvoir, on va dire, bon voilà, il a été au pouvoir, c'est bien. Pour certaines personnes, oui. Moulouba Mourazoua est au pouvoir, et alors? Ça a servi à quoi? Double nationalité, la toute dernière question. Pour vous, on doit ouvrir la double nationalité? Évidemment, ce sont des Congolais. Mais ils sont des Congolais, tout le monde a la double nationalité. Les Français ont la double nationalité, les Américains ont la double... Lorsqu'on est Congolais par le sang, on est Congolais par son père et sa mère. On peut pas Par exemple, je te poserai une autre question, moi. Est-ce qu'un Moulouba, on peut lui enlever son Moulouba parce qu'il est... on dirait qu'il est plus Moulouba parce qu'il est américain? Dikembe Mutombo est une nationalité américaine. Il construit d'ailleurs au Kasaï. Est-ce que quand il va au Kasaï, on dit qu'il est plus Kasaï? D'ailleurs, c'est le fils du terroir. Tu comprends? Beaucoup aimé chez lui d'ailleurs. Et il construit là-bas. Voilà. On l'a même construit ici aussi. L'hôpital Mutombo, Biamba Marie Mutombo. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que on ne t'enlève pas ta kassanéité. On ne t'enlève pas ton mouloubéité. Mais pourquoi on va t'enlever ta nationalité congolaise? Si tu es Congolais, tu es Congolais. Le Congo, c'est quoi? Le Congo, ce pays, comme disait mon père, les peuples autochtones ont donné les terres du Congo à la nation. Et c'est ça qui crée le Congo aujourd'hui. Belle phrase. Donc, les autochtones ont donné la terre à la nation congolaise. Voilà. Et c'est ça qui fait le Congo aujourd'hui. C'est pour ça que partout dans le Congo, on est chez soi. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous avons donné la terre à la République, et c'est la République qui gère le Congo aujourd'hui. Et c'est nos terres, c'est ça qui crée la nation. Vous savez, il y a comment il s'appelle, un historien congolais, j'ai oublié son nom. Qui avait, ou un homme. Celui qui était à RFI? Oui, tout à fait. J'ai oublié son nom. Oui. Et qui disait que non, le Congo a été créé artificiellement par les Belges. Oui, moi je pense aussi. Artificiellement par les Belges. En fait, vous vous trompez. Ah bon? Le Congo n'a pas été créé. La Belgique a occupé les territoires pendant un certain nombre de temps. 80 ans. Mais le Congo a été créé le 30 juin 1960. C'est là où on a créé le Congo. Non, mais l'État indépendant du Congo existait déjà. Ah oui, mais non, mais l'État indépendant du Congo existait bien, voilà, avant que le Congo soit le Congo belge. Oui, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Mais l'officialisation de notre État, l'officialisation de notre pays, c'est le 30 juin. Parce que lorsque les Belges sont partis en 59, on a chassé les Belges. Les Belges sont partis, on voulait l'indépendance, etc., etc. Ok? On aurait pu prendre l'indépendance et se dire. Tu rentres au Kasaï, tu fais ton propre pays. Il y a eu la sécession. Il y a eu la sécession. Au Katanga et au Kasaï. Moïse Tchombe, tu rentres au Katanga et tu fais ton pays. Mais les Congolais, et en l'occurrence un grand homme comme Lumumba, se sont battus pour que nous restions un et indivisibles. Et nous avons décidé, à un moment, quand il n'y avait plus de Belges, nous avons décidé de vivre ensemble. Nous avons décidé de ne faire que un. Et c'est pour ça que je dis, ce n'est pas les Belges qui ont fait le Congo. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Parce qu'à un moment donné, nous avions eu le choix. C'est les Belges qui ont tracé nos frontières. Nous en disconvient pas.
Mais le Congo, la nation congolaise qui existe aujourd'hui, ce sont nos pères de l'indépendance. C'est notre choix. Qui l'ont écrit parce que c'est notre choix. On avait la possibilité, on aurait pu, quand les Belges sont partis, créer 1000 pays. L'intangibilité des frontières, hein? L'OUA à l'époque a refusé ça. Hein? L'OUA déjà à l'époque a refusé qu'on modifie les frontières. Merci beaucoup Rex Kazadi. Merci en tout cas d'être passé chez nous, spécial débat. Nous avons parlé vraiment convivialement. Oui, là j'avais eu plus l'impression d'une discussion privée. Voilà, donc j'aime bien ça de temps en temps. Parce que je vous dis, à cause de ce garçon, j'ai failli être... J'ai eu des sérieux problèmes à l'époque quand il était le combattant le plus connu, vif et tout ça. J'ai fait une interview à Paris, c'était vers 2010 je crois, ou 2009-2010. Je suis revenu, j'ai mis ça à la télévision et ben ça a été chaud pour moi, hein, parce qu'à l'époque il était très recherché par les kabylistes. Ça a été très chaud pour moi, j'ai passé vraiment un sale quart d'heure. Merci à vous et j'ai été très connu aussi grâce à cette émission. Et merci, on se reverra très prochainement. Merci à toi. Merci.